9h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Nouveau massacre à Gaza, 3 frappes de l'aviation sioniste sur l'école Taberin qui hébergeait des déplacés dans le quartier Ad-Daraj font au moins 120 martyrs. Les réactions s'enchaînent suite à ce massacre. L'Algérie demande la tenue d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité ce mardi. L'Algérie partage entièrement les préoccupations exprimées par les Nations Unies quant à la récente mobilisation des forces dans diverses régions de la Libye et tout particulièrement en direction de ces régions méridionales et occidentales. Le demi-fondiste algérien Djamel Sedjati remporte la médaille de bronze lors de l'épreuve des 800 mètres au JO de Paris 2024. Et puis Pékin somme Manille de cesser toute infraction autour d'un récif disputé en mer de Chine méridionale après que les Philippines aient accusé l'armée de l'air chinoise d'avoir harcelé un de leurs avions. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, un nouveau massacre a été commis tôt ce samedi par l'armée sioniste dans la ville de Gaza, faisant au moins 120 martyrs et des dizaines de blessés dans le bombardement d'une école où des centaines de fidèles accomplissaient la prière à l'aube. L'attaque s'est faite sur l'école Taberin qui hébergeait des déplacés dans le quartier d'Arraj à l'est de la ville. Ce matin, nous avons été choqués à l'aube alors que nous effectuons la prière du Fajr par un bombardement israélien direct sur l'école coranique At-Tabi'in, qui abrite plus de 6000 déplacés qui s'y sont rendus après que les forces d'occupation israéliennes ont détruit leurs maisons dans de nombreuses zones de la bande de Gaza. Nos équipes se sont immédiatement rendues sur place, mais nous avons été choqués par l'ampleur du massacre et effrayés par le grand nombre de martyrs et de blessés, dont des femmes et des enfants. Certaines victimes étaient en morceaux et d'autres avaient le corps encore en train de brûler. C'était une scène effrayante qui ne tenait pas compte de la moindre considération humanitaire. Il y a de nombreux restes de corps non identifiés et des personnes disparues dont le sort est inconnu à ce moment, mais nous avons reçu des indications de leurs proches selon lesquelles elles se trouvaient à l'intérieur de cette mosquée. Où qu'ils soient, les Palestiniens de Gaza sont pris pour cible et le récent bombardement de cette école, la Taberin, en est la énième preuve. Aucun endroit n'est sûr dans l'enclave. Au milieu des cadavres et des décombres, les Palestiniens sont à bout, comme nous l'explique Nariman Zekar. Des images apocalyptiques, le Saint-Coran imbibé de sang, des corps calcinés, démembrés et des Palestiniens toujours sous le choc, incapables de réaliser l'horreur qu'ils viennent de vivre, une hécatombe à ciel ouvert. C'est le même scénario qui se répète pratiquement depuis plus de 300 jours. Les Palestiniens ayant trouvé refuge dans cette école se sont réveillés à l'aube pour prier lorsqu'un missile sioniste a tout détruit sur son passage, ne laissant que des corps brûlés vifs et d'autres déchiquetés. J'ai 80 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme un tremblement de terre. La façon dont ils nous bombardent est comme un tremblement de terre. Ils brûlent les gens. Tout le monde est mort ou blessé. Ils les ont trouvés brûlés dans la salle de prière. Que pouvons-nous faire? Ils m'ont dit que mes fils, mes petits-enfants et le fils d'un membre de ma famille sont morts en martyrs. Que puis-je dire ou faire?
Les écoles, cibles particulièrement favorites de l'armée sioniste. Selon l'agence de presse palestinienne, la frappe de l'école Tabe'in porte à au moins 21 le nombre d'établissements scolaires pris pour cible par les forces sionistes en seulement un mois. Des écoles abritant des civils palestiniens à la recherche de sécurité que l'entité sioniste cherche à décimer par n'importe quel moyen. Ces personnes vivaient dans l'école parce que leur maison avait été bombardée et qu'elles s'étaient donc réfugiées ici, dans cette école. Ils ont l'habitude de faire la prière du Fajr juste après l'appel à la prière. Alors qu'ils priaient, des missiles ont été largués sur eux, tuant toutes les personnes présentes dans la mosquée. Plus de 99% des personnes qui se trouvaient à l'intérieur sont mortes. Or, comme vous l'aurez compris, il n'existe aucun endroit sûr à Gaza. Les Palestiniens de l'enclave se retrouvent tels des condamnés à mort, piégés sur leur propre terre, sans eau, sans nourriture, abandonnés par la communauté internationale, vivant dans la terreur et le sang et comptant leurs martyrs. Une question se pose, à qui le tour ? Suite à ce massacre, le Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme a déclaré dans un communiqué qu'il s'agit là de la 21e école prise pour cible par l'occupation sioniste depuis le 4 juillet. Des écoles qui servaient de refuge à des milliers de déplacés, des déplacés qui pensaient être en sécurité et qui ont finalement été assassinés. Au moins 274 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans les bombardements qui ont ciblé ces écoles. Et les réactions ne se sont pas faites attendre suite à ce crime abject de l'occupant sioniste, à commencer par l'Algérie qui appelle, selon des sources diplomatiques à New York, à une réunion d'urgence mardi du Conseil de sécurité des Nations Unies. La demande formulée par l'Algérie est dictée par les développements graves dans les territoires palestiniens occupés, notamment suite à cette attaque aérienne de l'armée de l'occupation sioniste contre cette école à Gaza. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a lui aussi vite réagi suite à ce massacre. Le Hamas qui dénonce un crime horrible qui représente une escalade dangereuse. Le porte-parole officiel de la présidence palestinienne, Nabil Abu-Rodaina, a condamné de son côté ce massacre perpétré ce samedi à l'aube par l'occupation sioniste dans l'école Tabe'in. Il tient l'administration américaine pour responsable de par son soutien financier, militaire et politique à l'occupation sioniste. Abu-Rodaina a ajouté que le crime est une continuation des massacres quotidiens de l'occupation dans la bande de Gaza ainsi qu'en Cisjordanie, ce qui souligne l'intention de la puissance occupante d'exterminer le peuple palestinien par sa politique de massacres massifs et d'assassinats quotidiens face à un silence international suspect. L'Organisation de la coopération islamique a également condamné ce crime barbare qu'elle a qualifié dans un communiqué de crime d'extension des massacres brutaux et de crimes de génocide commis par l'occupation depuis plus de 10 mois dans la bande de Gaza en violation flagrante du droit international, des ordonnances de la Cour internationale de justice et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Idem pour la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, Francesca Albanese, qui accuse l'entité sioniste de génocide des Palestiniens après cette nouvelle frappe qui, rappelons-le, a fait une centaine, 120 martyrs, plus de 120 martyrs, on le rappelle. L'entité sioniste commet un génocide des Palestiniens avec des armes américaines et européennes. Et au milieu de l'indifférence de toutes les nations civilisées, a-t-elle déclaré sur le réseau social X, après plus de 10 mois d'agression sauvage dans la bande de Gaza. L'entité sioniste commet un génocide des Palestiniens, un quartier à la fois, un hôpital à la fois, une école à la fois, un camp de réfugiés à la fois, une zone de sécurité à la fois, avec des armes américaines et européennes, et au milieu de l'indifférence de toutes les nations civilisées, que les Palestiniens nous pardonnent notre incapacité collective à les protéger en respectant le sens le plus fondamental du droit international.
Et le directeur général de l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, lui, a déploré une autre journée d'horreur. Philippe Lazzarini a ajouté qu'il est temps que ces horreurs qui se déroulent sous nos yeux prennent fin. Une autre journée d'horreur à Gaza. Il est temps que ces horreurs qui se déroulent sous nos yeux prennent fin. Nous ne pouvons pas laisser l'insupportable devenir une norme. Plus cela se répète, plus nous perdons notre humanité collective. De son côté, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, s'est dit horrifié par le bombardement mené par l'aviation de l'occupation sioniste. Il n'y a pas de justification à ces massacres, a-t-il écrit sur la plateforme X. Et il y a eu également plusieurs condamnations arabes et internationales suite à ce massacre, à commencer par la Belgique, le Koweït ou encore la Turquie qui appellent à un cessez-le-feu immédiat. La Jordanie et l'Égypte, de leur côté, dénoncent ce crime barbare qui a ciblé des innocents. Des centaines de Palestiniens ont manifesté à Ramallah pour dénoncer ce massacre de l'occupant sioniste. Les manifestants répondaient à l'appel du comité de coordination des factions et des institutions des deux gouvernorats pour dénoncer les attaques sionistes en cours et le nouveau massacre de l'école Taberine. Des militants et des hommes politiques ont participé à la manifestation appelant la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux crimes de l'occupation et aux massacres visant les civils. Israël a commis cet horrible massacre dans le cadre de ses efforts pour mener un terrible génocide contre l'ensemble de la population de Gaza. Mais Netanyahou a un objectif supplémentaire qui est de saper complètement toute possibilité de cessez-le-feu et de saper même les pourparlers qui sont censés commencer bientôt en vue d'un cessez-le-feu. Je ne devrais pas être surpris du tout. L'occupation n'a besoin d'aucune justification sur ces massacres. Le massacre d'aujourd'hui s'ajoute à des centaines d'autres commis sous divers prétextes. En fin de compte, il s'agit d'un occupant, d'un meurtrier, d'un criminel qui commet un génocide, tue et assassine de sang-froid. Le criminel derrière cette guerre, outre l'État occupant, est l'administration américaine qui devrait également être traduite devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Réaction également du côté des États-Unis. Le moment est venu de conclure, je cite, un accord de cessez-le-feu et un accord sur les otages, a déclaré Kamala Harris, candidate démocrate à l'élection présidentielle lors d'un meeting de campagne à Phoenix, en Arizona, assurant que le président Joe Biden et elle-même sont déterminés à obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Permettez-moi de dire ceci à propos de ce que je crois entendre là-bas. Permettez-moi d'en parler un instant, puis je reviendrai à mon sujet. Permettez-moi de dire que j'ai été clair. Le moment est venu de conclure un accord de cessez-le-feu et un accord sur les otages. C'est le moment. Et le président et moi-même travaillons jour et nuit pour conclure cet accord de cessez-le-feu et ramener les otages à la maison. Et de retour sur le terrain, l'armée de l'occupation sioniste a poursuivi aujourd'hui son agression sur l'enclave palestinienne. Un Palestinien a été tué dans le bombardement d'une maison située à l'ouest du camp de Nusayrat. Quatre autres Palestiniens sont également tombés en martyrs dans les bombardements de l'occupation dans le centre de l'enclave. Cette fois-ci, l'armée d'occupation a directement ciblé le camp de Nusayrat. Avec ces massacres, le bilan du génocide sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi aujourd'hui à 39 790 martyrs et 91 702 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres sur les routes et les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la protection civile de leur porter secours.
En plus de toutes ces victimes, au moins 60 000 Palestiniens ont cherché refuge dans les zones occidentales de l'enclave palestinienne après la récente décision d'évacuation annoncée par l'armée sioniste il y a quelques jours, affirment les Nations Unies. C'est ce qu'a rapporté Florencia Soto du bureau du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies lors d'une conférence de presse ce vendredi. Sachez également qu'en Cisjordanie occupée, les campagnes d'arrestations arbitraires se sont multipliées depuis le début du génocide le 7 octobre dernier. L'armée sioniste a arrêté 40 Palestiniens, dont des femmes et des enfants au cours des 2 derniers jours, portant ainsi le total à plus de 10 000 détenus. Les arrestations ont lieu dans les gouvernorats de Cisjordanie et ont été accompagnées d'attaques contre les détenus et leurs familles, en plus de sabotage et de destruction généralisée de maisons de citoyens. Voilà donc à propos du génocide sioniste à Raza, et alors que les risques d'embrasement se font sentir dans la région moyen-orientale, le responsable de la sécurité du Hamas, Samar al-Hajj, tué par une frappe de drone sioniste dans le sud du Liban, a été inhumé dans l'après-midi. Il n'y aura pas de guerre totale, il y aura une réponse aux opérations d'assassinat. C'est normal. Ce sera une réponse dure et qualitative à l'assassinat du martyr Ismail Haniyeh, du martyr Fouad Choukr et du martyr actuel Al-Hajj. C'est une guerre ouverte avec l'ennemi israélien. Et tout de suite, retour sur le continent pour la suite du journal. Dans l'actualité également et en prévision des élections présidentielles du 7 septembre prochain en Algérie, une cérémonie de tirage au sort pour la répartition des espaces horaires d'intervention directe dans les médias audiovisuels s'est tenue ce samedi au Centre international de conférence Abdelatif Rahal. Des plages horaires ont donc été affectées aux 3 candidats en lice à travers les médias. Dans ce contexte, l'espace-temps a été réparti selon plusieurs mesures, à savoir le temps d'intervention des candidats dans les médias publics, des interventions médiatiques limitées à 6 minutes. الأول أو شيشي يوسف المترشح الثاني نعم وسيتم وضع اللون السحب الخاصة بالقنوات الإذاعية وحدها والقنوات. Nous le disions en titre, l'Algérie partage entièrement les préoccupations exprimées par les Nations Unies quant à la récente mobilisation des forces dans diverses régions de la Libye et tout particulièrement en direction de ces régions méridionales et occidentales. Face au nombre, à la diversité et à la complexité des obstacles auxquels se heurte encore la recherche d'un règlement pacifique à la grave crise que vit ce pays frère, la cessation des affrontements fratricides est un acquis précieux qu'il faut préserver à tout prix. En conséquence, l'Algérie appelle toutes les parties libyennes à la sagesse et à la retenue pour épargner à leur pays et à leur peuple les retombées tragiques d'une reprise des affrontements dont les premières victimes sont toutes désignées. La solution pacifique de la crise, la réconciliation interlibyenne, la réunification des institutions et en particulier les institutions sécuritaires, l'arrêt des ingérences étrangères et l'avènement d'une nouvelle ère de sécurité, de stabilité et de prospérité en Libye. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu ce samedi un appel téléphonique de la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à Vienne, Ghada Wali. Et selon le communiqué,
La responsable onusienne a salué avec gratitude les efforts inlassables et le rôle important de l'Algérie dans la conduite des négociations ayant abouti jeudi à l'adoption à l'unanimité du projet de convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité. La responsable onusienne a en outre félicité l'Algérie pour sa présidence remarquable du processus de négociation, soulignant que cette réalisation constitue un acquis précieux pour la communauté internationale, d'autant que la convention mentionnée représente le premier instrument juridique international consacré exclusivement aux questions de la lutte contre la criminalité, ajoute la même source. Parlons à présent des exploits des athlètes algériens lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 et le demi-fondiste algérien Djemal Sedjati, l'un des grands favoris pour le titre olympique dans l'épreuve du 800 mètres, a remporté la médaille de bronze cet après-midi avec un temps de 1 minute 41 secondes et 50 centièmes. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité sur ses réseaux sociaux l'athlète Djemal Sedjati pour sa médaille de bronze. Le président de la République qui a par ailleurs également eu un appel téléphonique hier soir avec Iman Khalif suite à sa victoire, donc suite à sa médaille d'or. C'était une scène de liesse hier soir en Algérie. La pugiliste algérienne championne olympique Iman Khalif a répondu à ses détracteurs de la plus belle des manières, comme elle sait le faire sur le ring. Elle a décroché la médaille d'or, comme je le disais à l'instant, en battant la chinoise Liu Yang lors de la finale du tournoi olympique de boxe des moins de 66 kilos. Khalif offre donc à l'Algérie une deuxième médaille d'or. Les détails, Mohamed Ali Ben Chaban. Une fois de plus, l'hymne national de l'Algérie a retenti à Paris. Dans la salle archicomble du cours central de Roland-Garros, théâtre des combats de boxe, Iman Khalif a étalé toute sa classe sur le ring, s'imposant sans trop forcer face à la chinoise Liu Yang lors de la finale des moins de 66 kilos, remportant ainsi les 3 rounds du combat au point à l'unanimité des juges. Synonyme d'une médaille d'or, la deuxième pour l'Algérie lors de ces JO. Cette consécration n'est pas le fruit du hasard et résonne comme une réponse éclatante à tous les doutes émis à son égard. Dieu merci, cela fait 8 ans que je rêve des Olympiades. Même mes parents en rêvaient, tout comme mon petit village et l'ensemble du peuple algérien. Dieu merci, ces efforts n'ont pas été vains puisque j'ai remporté la médaille d'or. Cette consécration est la meilleure réponse au monde entier qui a mené une campagne féroce contre moi. C'est une médaille d'or olympique. Dieu merci, nous avons réussi à rendre le peuple algérien fier. Le rêve s'est réalisé, mais avant ce rêve, il y a eu plusieurs cauchemars successifs. Dieu merci, nous avons réussi à les surmonter. Tout cela a été accompli pour honorer le peuple algérien et hisser le drapeau algérien très haut. Dieu merci, l'objectif a été atteint après un parcours très difficile. Le soutien du président a été une source de motivation pour la boxeuse qui a affronté des défis considérables en cours de chemin. Malgré cela, Khalif a tenu sa promesse faite au président de la République. Le président de la République est mon supporter numéro 1. Sincèrement, sans mensonge ni détour. Tout le monde sait qu'en 2022, le président de la République m'a reçu et c'est lui qui m'a motivé pour les Olympiades. Il m'a dit, Imen, à Paris, il faut que vous nous honoriez. Dites-nous tout ce dont vous avez besoin et on vous l'offrira. Dieu merci, je lui dirai, comme je vous l'ai promis. J'ai décroché la médaille d'or. Le parcours n'a pas été facile. Pour moi, je la nomme la médaille d'or de l'honneur pour tous les Arabes. En devenant championne olympique, la pugiliste algérienne ne cesse d'inspirer par son parcours exceptionnel. Elle a conquis le cœur et l'estime de ses admirateurs de par le monde. Donc c'est une belle victoire pour Iman Khalif. Félicitations à elle, félicitations à l'Algérie. Nous sommes très fiers pour elle aujourd'hui. Je suis très fière d'Iman parce qu'aujourd'hui elle représente la femme algérienne forte et résiliente. Malgré toutes les polémiques, elle a su rester digne et aujourd'hui elle brille parce qu'elle est championne olympique.
Iman Khalif termine le tournoi de boxe en apothéose. Une médaille olympique autour du cou, une reconnaissance internationale, le respect et l'admiration de tous ceux qui ont suivi son parcours à Paris. Et toujours au JO de Paris, l'Éthiopien Tamira Tola s'est lui aussi montré implacable pour remporter le marathon des Jeux de Paris ce samedi sur un parcours atypique. De leur côté, les Burkinabés attendent toujours l'or pour Hugues Fabrice Zango au triple saut. Voilà, je pense qu'au vu du contexte actuel, voilà, on avait plus besoin de cette victoire pour ranimer la joie voilà, pendant quelques instants au sein de la population. Voilà, et on avait besoin de ça vraiment pour faire valoriser notre drapeau voilà, sur la scène internationale. Hugues Fabrice, on peut dire c'est l'espoir voilà, du Burkina voilà, au niveau mondial. Voilà, vu que, je peux dire, parmi tous les athlètes que nous avons, voilà, on voit que c'est lui qui est le plus proche voilà, de nous décrocher une médaille en or olympique. Donc, je pense que c'est l'espoir. On dit toujours, parfois, que l'on ne gagne pas à chaque fois. Voilà, Nelson Mandela l'avait dit que quand on ne gagne pas, on apprend. Voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, il a beaucoup appris face à des candidats aujourd'hui qui étaient vraiment de très très haut niveau. Mais nous pouvons encore rester derrière lui car dans les moments difficiles, nous sommes avec notre héros national qui est Hugues Fabrice Zango. Mais par le saut de Hugues Fabrice Zango, on constate maintenant que beaucoup de jeunes maintenant voient ce sport-là comme un sport burkinabé, voient ce sport-là comme un sport phare au Burkina Faso et c'est grâce à Hugues Fabrice Zango. Bon, si Fabrice avait pu décrocher la médaille d'or, je dirais que ça aurait été comme un soulagement. Et aussi, une sorte de message envers les Occidentaux qui marginalisent à chaque fois les Africains qui n'ont pas la compétence pour représenter les pays africains dans ces différentes compétitions. Donc, ça aurait été vraiment une vraie fierté pour le Burkina. La suite de cette édition dans quelques instants. Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, rebonsoir. Si vous venez de nous rejoindre, la suite de cette édition du 19h avec tout de suite l'invité du journal. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, spécialiste en droit international. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder de votre temps, Maître Gilles Devers. Alors, actualité oblige, on va revenir sur les atrocités qui se déroulent à Raza et ce nouveau massacre commis par l'armée de l'occupation qui décide d'une fois de plus de cibler une école qui abrite des centaines de déplacés. Première question, Gilles Devers, peut-on dire que l'entité sioniste dispose d'un permis de tuer à Raza délivré par les États-Unis en totale violation de l'ensemble des règles du droit international en vigueur? Je crois qu'il faut dire oui. Parce que d'abord, la première question, c'est ce que les faits ils ont eu lieu. Et il n'y a pas de doute là-dessus. On a vraiment toutes les informations. Et on me dit déjà, il faudrait faire une enquête internationale. Mais sur place, il y a d'excellents services qui sont ceux de l'administration palestinienne pour faire les enquêtes. Les médecins font les autopsies, font toutes les constatations médicales. Donc, les Palestiniens sont tout à fait maîtres de la procédure. Donc, les faits, ils ont eu lieu. Et ensuite, comment on les qualifie ces faits? Mais c'est pas mon opinion qui compte, c'est l'analyse. L'analyse dit que c'est un génocide, c'est-à-dire que c'est un acte de type génocidaire, vu que il n'est pas du tout question d'accuser qui que ce soit, mais simplement on tire dans une école et puis on verra bien. Et puis le motif il est déjà donné, c'était pour lutter contre le terrorisme, mais ça c'est tous les jours. Donc c'est un massacre de tirer sur une école pour tuer des enfants et ça c'est de type génocidaire. Et ensuite les États-Unis, c'est 4 déclarations pour faire joli parce que l'ambiance c'est campagne électorale là-bas et c'est un petit peu spécial pour l'équipe
en place, mais qui est-ce qui donne les armes et qui est-ce qui donne le financement et qui est-ce qui donne les feux verts et qui est-ce qui protège le Conseil de sécurité depuis toujours. Donc ce sera le temps de voir les responsabilités, mais on a une équipe de tueurs qui est dirigée par des gens sans scrupules qui sont à Washington. Maître Gilles Devers, comment expliquer le fait que l'entité sioniste puisse commettre des massacres de masse contre les civils à Gaza à chaque fois qu'une fenêtre s'ouvre sur un éventuel cessez-le-feu? Ah oui, ben là, vous faites l'observation que tout le monde constate. C'est-à-dire que il y avait des avancées, on les suit dans la presse, et il y a beaucoup d'informations pour dire qu'il y avait eu des discussions qui étaient en cours. Ben, successivement, ils font cet attentat contre Monsieur Haniyeh, qui était lors d'une manifestation officielle en Iran, alors que c'était le principal coordinateur des négociations. Et ensuite, c'est une série d'actes du même type, les attaques au Liban et maintenant les massacres d'écoles. Et ils arrivent avec leur petit sourire en disant on est prêt pour négocier. En fait, ils veulent surtout pas de négociation et de cessez-le-feu parce que Netanyahou a mis un but impossible qui est d'éliminer le Hamas, le djihad islamique et tout le monde. Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous avez une occupation militaire? Bien, ce qui se passe, la résistance, elle est dans la population. Donc, l'objectif, il y a eu 40 000 morts. S'il y en a peut-être même 8 à 10 000 des combattants, ils ont été recrutés à tout. L'objectif, il n'est pas atteint. Il n'y a aucune solution politique, rien. Ça, c'est en Cisjordanie avec une violence débridée des colons que plus personne ne peut maîtriser parce qu'ils sont encouragés par les ministres. Et on a ensuite, dans les prisons, ce sort qui est absolument abominable, avec des atteintes graves à la décence et viol et à l'absence de moindre jugement pour tous ceux qui passent là-bas. Donc ce sont des otages. Donc on a une décrépitude de la situation et une volonté de rendre infernale parce que le cessez-le-feu laisse entier le problème. Il y a 2,3 millions d'habitants à Gaza et il faut bien qu'il en paix et ça, Netanyahou ne veut pas en entendre parler. Très bien. Alors après avoir bombardé les écoles de l'UNRWA, l'entité sioniste continue de cibler d'autres écoles. Des dizaines de milliers de réfugiés sont dans ces écoles. Est-ce une preuve, Gilles Devers, de plus du caractère génocidaire de ces opérations militaires? Est-ce une manière évidente de saper les efforts diplomatiques en vue de permettre aux négociations d'aller vers un cessez-le-feu, justement? Et c'est sûr que c'est une provocation infinie. On attend la prochaine, c'est ça qui est dramatique. Demain, ça sera un hôpital, ça sera je ne sais quoi. Mais c'est tout ce qui est fait pour entretenir la situation. Et moi, il faut admirer le stoïcisme de la population palestinienne qui résiste après coup et qui sait très bien qu'elle est en mesure de inverser le sort des choses. Parce que maintenant, comment doivent raisonner les pays européens? Les pays européens doivent voir une chose, c'est qu'il y a une source il y a deux conflits, il y en a un qui est maîtrisé entre la Russie et l'Ukraine. Si un jour la Russie vient à Kiev, elle ira pas plus loin. Mais il y en a un qui est incontrôlé, il y en a un qui est tenu par des gens irresponsables qui sont de type fasciste, il faut lire les propos des ministres et des politiques qui sont conduites, et qui est en mesure d'enflammer si les gens ne font pas, les responsables politiques ne faisaient pas tous ces efforts diplomatiques et en mettant de côté la notion d'urgence pour la hauteur de vue, eh bien, vous avez une zone qui peut s'enflammer. Donc, la question qui est maintenant posée, elle est même sur les capages, parce qu'on voit avec quelle facilité les responsables politiques se contentent d'un communiqué de 4 lignes. Elle est posée aux habitants européens. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la réalité qui est qu'il y a le seul conflit qui vous menace dans votre espace, c'est celui-là, et il est alimenté de manière artificielle par un groupe qui est complètement belliciste. Donc, c'est ça. Où est la sécurité en Europe? Où est-ce qu'elle est menacée? Elle est menacée ici. Et on va continuer à apporter le soutien à Israël alors que c'est cette grande cause. Il y a combien de Français qui sont prêts à aller mourir pour l'allié israélien? Zéro. Donc, je crois que les responsables, ils ont tous la tête dans les Jeux Olympiques et puis les prochaines combinaisons du gouvernement et de choses de ce type-là, mais ils se décident sous leur monde, ils sont dans l'incapacité de voir. Bon, c'est leur problème, c'est le nôtre. Gilles Devers, alors Washington a débloqué une nouvelle aide militaire de 3,5 milliards de dollars au profit de l'entité sioniste.
C'est une démarche qui en dit long finalement sur les réelles intentions américaines, garantes de l'impunité d'Israël. La duplicité et le double discours des États-Unis sont-ils aujourd'hui le véritable obstacle devant la fin de ce génocide à ciel ouvert ? Ils sont devenus le principal obstacle parce que normalement nous avons des pays européens qui ont quand même du poids. On sait qu'Israël ne peut rien faire sans l'Europe et est extrêmement attaché à sa relation avec l'Europe. Mais ils se sont tous mis dans une espèce de soumission, on connaît trop bien, qui est de dire mais finalement ça se décide de Washington et puis nous on va un peu aboyer à côté. Un jour pour paraître plus sévère, le lendemain pour paraître plus gentil, un jour pour dire humanitaire, le lendemain pour dire terrorisme. Enfin, tout ça c'est de la bricole européenne. Donc ça s'est centralisé effectivement sur Washington et il suffirait d'un claque dans les doigts et on arrête les livraisons d'armes et on suspend les financements, en bloquant tout, et bien ça serait fini, il y aurait la paix à Gaza. Donc la responsabilité, elle s'appelle Biden. Peut-être un jour elle s'appellera Trump ou Kamala Harris, on verra, mais pour le moment, elle s'appelle administration Biden. Et je rappelle quand même que vous avez fait état de ce nouveau versement, mais le cadre avait été fixé, c'était l'une des dernières décisions prises par le prix Nobel de la paix par Barack Obama, qui avait fixé une planification de 40 milliards d'armements à 4 milliards par an, et que toute la guerre de Gaza, elle est encore financée sur ces enveloppes, car qui ont été donnés les yeux fermés par Barack Obama à l'époque. Depuis le Vietnam et tout ça, vraiment, il y a un rejet viscéral qui est en train de s'installer dans le monde. Bon, mesurera au fil du temps les conséquences. Mais Gilles Devers, on remarque également que la communauté internationale condamne parfois plus ou moins ces massacres sans vraiment s'avancer. Jusqu'à quand est-ce que cette même communauté internationale est-elle aujourd'hui l'otage de l'axe américano-sioniste et combien de martyrs faudra-t-il encore sacrifier à Gaza avant qu'elle ne daigne réagir réellement ? Oui, vous avez raison, c'est tout à fait attristant, c'est consternant. Les événements qui ont eu lieu ont permis de réouvrir un peu le débat, par exemple, dans la société française, en ajoutant un peu d'équilibre, en disant qu'il n'y a peut-être pas qu'une équipe de forcenés d'un côté, que de l'autre côté, il y a peut-être quelque chose. Mais quand vous regardez la Cour internationale de justice qui se prononce, qui dit quand même la plus importante juridiction dans le monde, la juridiction de l'ONU, qui dit avec un arrêt motivé de 80 pages que c'est une occupation militaire illégale et que la seule solution, c'est qu'elle prenne fin immédiatement. Quels sont les commentaires? C'est de dire « Ah, c'est juste un avis consultatif. Oui. » Mais comme si je vous demandais la météo pour demain. Donc, on se fiche du monde. Et il y a une soumission à ces événements et à ce diktat qui ne repose sur rien. Vous savez, tout s'écroule autour d'eux et ils ne le voient pas. Ils sont protégés dans des bureaux, protégés dans des palais. Ils ne se rendent pas compte que le monde est en train de se réécrire. Et moi, je vois ces Palestiniens là qui sont dans cette situation. Ils ont que notre considération, mais il faut leur dire aussi qu'ils ont rien demandé. Vous savez, les Palestiniens, ils vivaient sur leur terre. Et puis, en 1917, on dit, on va créer un État en Palestine. Mais il y en a un, on va en faire deux. C'est bon. Donc, ils ont rien demandé. Ils sont simplement dans le rétablissement de leurs droits. Un siècle après, ils sont toujours terroristes parce qu'ils demandent simplement, on a une terre, on veut y vivre dessus, et ce sont des épreuves qui leur sont imposées. Elles s'ajoutent maintenant une nouvelle dimension, qui est la bagarre contre le standard. Ce droit international de double standard, il est absolument insupportable. On arrive à le faire progresser maintenant que petit à petit l'État de Palestine rompt avec le processus d'Oslo pour se remettre sous l'égide du droit international avec une série de résultats qui sont pratiquement acquis. Je pense notamment que ce qui rend la Cour internationale de justice beaucoup et qu'on aura bientôt les mandats d'arrêt. Donc tout ça va dans une certaine progression, mais les Palestiniens, non seulement ils agissent pour eux-mêmes, mais vu les enjeux de ce qui se passe, c'est-à-dire ce monde occidental qui soutient les crimes jusque-là, soit c'est la victoire du peuple palestinien et ça va bénéficier à tous les peuples opprimés, soit c'est à nouveau la chape de plomb, la misère qui va s'écrouler parce qu'il y aurait un vainqueur, et c'est tous les autres, les peuples opprimés qui vont souffrir. Donc les Palestiniens qui ne demandaient rien se trouvent en charge physiquement, avec tous les jours l'effort pour leur survie, et de leur effort va l'idée du sort des peuples opprimés à travers le monde, parce qu'il faut passer avec d'autres ruptures. On est depuis en 1945, avec 5 États qui bloquent le sécurité. Il va falloir dépasser tout ça et on se rappellera bien de ce que vous êtes en train de montrer ce soir.
Très bien, Gilles Devers. Ma dernière question reste à mesurer finalement les conséquences régionales de ce nouveau massacre au moment où la riposte de l'Iran suite à l'assassinat d'Ismail Haniyeh, donc le chef du Hamas par l'entité sioniste à Téhéran, est toujours d'actualité. Bien oui, moi j'essaye de suivre ça comme vous. On voit dans la presse. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a des faits de cette nature, ils sont d'une gravité exceptionnelle. Que vous pouvez plus faire une manifestation internationale pour l'installation d'un chef d'État. Hein. Je rappelle qu'Haniyeh avait fait l'aller-retour de 24 heures pour l'installation du chef d'État. Et ensuite, c'est un acte qui est commis sur le territoire du tiers. Donc il y a l'assassinat plus sur un autre territoire. Donc, c'est effectivement d'une gravité assez exceptionnelle. Et le risque, c'est de quoi? C'est de dire, je te provoque, t'as qu'à en faire autant. Vas-y. Et on voit quand même qu'il y a aussi bien du côté du Hezbollah que du côté de la diplomatie iranienne, il y a des efforts très nets pour dire on fera ce qui sera nécessaire quand ça sera bon. Et pour le moment, le discours de la diplomatie iranienne est ce qu'on peut suivre et ce qu'on vérifie, c'est de dire s'il y a une décision du Conseil de sécurité qui condamne l'acte, qui avec du poids, des mots et des choses qui sont claires, il n'y aura pas besoin de réplique militaire. Donc vous avez un État excité et puis d'autres qui, malgré ce qu'ils subissent, sont prêts à dire à leur opinion il faut rompre avec la réplique pour rompre avec la vengeance. Ce qui compte, c'est de construire la paix dans la durée et on est sur cette phase. On verra dans la semaine et les temps qui viennent ce qui se passe. Maintenant, il est clair que si le Conseil de sécurité n'a rien à dire sur ce qui s'est passé, ce sera une réponse militaire et j'espère que les choses ne seront pas animées, mais tout le monde est très très inquiet parce que la tension est extrême et parce que la partie israélienne n'offre absolument rien à part de dire je n'impose pas la violence. Maître Gilles Devers, avant de vous libérer, avant de vous laisser partir, une petite question. Peut-on toujours parler de négociation pour un cessez-le-feu lorsque une partie assassine l'autre, justement? Mais ce qu'il faut montrer, c'est la disponibilité de la partie palestinienne à des négociations pratiquement depuis les premiers temps, depuis novembre. Bon, et on voit très très bien qui le bloque. Donc là encore, que les pays européens, que les peuples européens comprennent d'où vient la menace sur la sécurité. On craint qu'il y ait l'embrasement, qui en est le responsable. Voilà. Quand vous tuez le principal négociateur et que vous faites un massacre génocidaire de ce type-là, donc la négociation, elle est entre les mains de Biden là aussi, qui n'a pas de pouvoir sur le sujet, qui semble s'en désintéresser, qui se contente de discours creux, et pour le moment, on est très pessimiste, alors que je ne vois pas comment personne ne peut voir comment on s'en sort pas s'il n'y a pas quelque part le lieu pour une confédération. Est-ce que cette guerre va durer 5 ans, 10 ans? Alors. Très bien. Merci, Maître Gilles Devers. Merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lyon, spécialiste en droit international. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans la suite de cette édition, le reste de l'actualité, sa réaction était attendue et scrutée. Les émeutes au Royaume-Uni ont fait sortir le roi Charles de son silence. Le souverain britannique a appelé aujourd'hui à être solidaire face à la délinquance d'un petit nombre. Charles III qui pointe du doigt les manifestants d'extrême droite à l'origine d'émeutes violentes depuis maintenant 10 jours. Safouane Ben Sabri. 10 jours de sacs et d'émeutes, d'échauffourées violentes entre policiers et émeutiers ont finalement eu raison du silence royal de Charles III. Caractérisé par un certain recul sur les affaires politiques courantes du pays, le statut de monarque est celui de la réserve, sauf nécessité. Nécessité, il y a dans un royaume uni ou désuni qui traverse une période de trouble où la violence fait son retour dans le paysage politique. Même si le monarque britannique est censé se tenir à l'écart des questions politiques, son silence commençait à susciter les critiques. Le roi a tenu à remercier les forces de l'ordre pour avoir, dit-il, rétabli la paix dans des zones touchées par le désordre et la violence. La police est particulièrement sollicitée en cette période de tension sociale et urbaine. Il a aussi adoubé son Premier ministre, qui a tenu à être au premier rang dans la gestion de la crise. Une prise de parole d'autant plus importante étant donné la nature du contexte, une montée flagrante de l'expression de la xénophobie, de la haine raciale et de l'islamophobie.
La famille royale avait auparavant été accusée de racisme par Meghan Markle, épouse métisse du prince Harry. C'est donc une position progressiste qu'a choisi d'adopter le roi Charles, qui s'était déjà engagé publiquement en faveur de valeurs progressistes telles que le multiculturalisme et l'immigration régulière. Par opposition à la minorité délinquante qu'il décrit, le souverain britannique se place ainsi du côté de la majorité silencieuse et pacifiste. Et dans un tout autre dossier, Pékin a sommé Manille de cesser toute infraction autour d'un récif disputé en mer de Chine méridionale après que les Philippines aient accusé l'armée de l'air chinoise d'avoir harcelé l'un de leurs avions. On reste dans la région, 79e anniversaire du bombardement nucléaire de Nagasaki, une commémoration à laquelle on n'a pas voulu convier l'ambassadeur sioniste sur fond de massacre à Rasa. Les officiels sionistes persona non grata estiment les responsables nippons qui n'ont pas non plus convié les délégations russes et biélorusses. Les détails, Karim Bouaziz. La décision émane du maire de Nagasaki. Pas question de convier l'ambassadeur sioniste au Japon. Ce dernier a bien entendu protesté, suivi des représentants américains, français et plusieurs autres pays tels que l'Australie, l'Allemagne, le Canada, l'Italie et la Grande-Bretagne. Et chose assez unique dans les annales, les ambassadeurs de ces pays ont décidé tout bonnement de boycotter les commémorations. Mettre sur un même plan la Russie, pas invitée non plus, et l'entité sioniste est vertement critiquée par l'ensemble des pays du G7. Une pression dont se serait passé sans doute Shiro Suzuki, l'homme par qui arrive la polémique et maire par la même occasion de Nagasaki. Une non-invitation qui ne trouverait pas sa cause dans la raison politique, mais ce dernier a surtout eu peur que les recueillements se déroulent dans une ambiance de heurt. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, lui, a opté pour une réserve. Mais cette décision surtout répond à un mouvement pro-palestinien japonais bien organisé et historique au sein du pays insulaire. Nombreux sont ceux qui sont horrifiés par les massacres sionistes sur Rasa. Rappelons que le représentant sioniste au pays du soleil levant a pourtant été convié aux commémorations du 6 août à Hiroshima, si ce n'est qu'avec son invitation, on a enjoint une note demandant de faire un pas vers la paix et jugeant profondément regrettable les nombreuses pertes humaines, faisant allusion au génocide palestinien toujours en cours. Le Japon est le seul pays dans l'histoire à avoir subi un bombardement nucléaire à 3 jours d'intervalle, le 6 et 9 août 1945, sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Des bombardements sur des villes composées majoritairement de civils au sein d'un Japon que les Américains savaient pourtant défait. Le bombardement de Nagasaki a fait plus de 74 000 morts. En dépit d'une hégémonie américaine sur la politique étrangère japonaise, le peuple, lui, ne semble pas oublier les innocents, que ce soit ceux de la Seconde Guerre mondiale hier ou de Gaza aujourd'hui. Et un sujet un peu plus léger pour clore cette édition. En Équateur, un collectionneur de souliers prend plaisir à amasser des milliers de paires uniques. C'est au nord de Quito, dans un logement d'environ 400 mètres carrés, qu'il expose sur des rangées d'étagères d'une longueur de plus de 3 km des chaussures de collection limitée. Reportage Maria Schouyer. De longues rangées de milliers de baskets au design, couleurs et histoires divers remplissent les étagères de ce collectionneur équatorien qui a consacré 45 longues années de sa vie à rassembler des pièces uniques qui furent à un certain temps portées par des grands noms de l'histoire. La sneaker ou la chaussure elle-même a une représentation très intéressante. Peut-être que nous n'en avons pas conscience, mais je pense que c'est l'un des articles vestimentaires les plus importants et les plus symboliques. Les souliers du légendaire Maradona et du grand Pelé, une paire de collection limitée produite en 2008 pour Cristiano Ronaldo, sont toutes parmi d'autres comptées parmi ces milliers de chaussures. 7000 paires au total décrivent chacune l'individualité et la particularité de chacun de leurs jadis propriétaires. Chaque chaussure évoque une période de la vie de chacun, de la réalité de chacun, de l'histoire de chacun. Notre vie est basée sur des étapes. Ces chaussures Timberland, bien qu'elles ne soient pas des sneakers, en tant que chaussures de sport, elles sont des sneakers en raison de leurs semelles en caoutchouc. Ces chaussures sont représentatives des Latin Kings.
C'est Nike Cortez, par exemple, un célèbre modèle créé en 1972 en l'honneur du conquérant espagnol Hernán Cortés, ont souvent été portés par les membres du redoutable gang Mara Salvatrucha au Salvador. Les mafias new-yorkaises adoptaient ces chaussures qui ont par la suite été adoptées par les maras salvadoriennes pour définir et trouver les membres des gangs. À chacun sa passion. Pour Esteban, c'est la collection. La collection de chaussures de football qui, selon lui, n'a pas de record. Il dit qu'il continuera à le faire jusqu'à ce que mort s'en suive. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.